Bonjour tout le monde, donc moi c'est Laure. J'ai récemment rejoint YouSign en tant que Head of Product sur les domaines Scale et Diversification. Et avant ça, j'ai passé 4 ans chez Meilleurs Agents, à un moment assez intéressant, parce que quand je suis arrivée, on était 5 dans l'équipe produit. On sortait un peu de ce mode de start-up, on cherchait à se structurer, et on arrivait aussi un peu au bout de la vision des fondateurs. Donc il fallait trouver des nouveaux leviers de croissance, et donc on a beaucoup innové en fait côté B2B. Donc on sortait un nouveau produit par an, on relançait les anciens tout en améliorant le produit cœur. Et donc pour faire ça, on a fait x5 sur la taille de l'équipe produit, en intégrant aussi des nouveaux métiers. Et on a beaucoup gagné en autonomie et en considération au sein de l'entreprise. Et donc tout ça nous a poussé à vouloir aussi théoriser vraiment une méthode de discovery en 4 étapes qu'on a appelée la pyramide du succès produit. Voilà. Et puis du coup, chez YouSign aujourd'hui, je rejoins l'entreprise à un stade assez similaire dans le sens où on a un produit cœur de signature électronique qui marche très bien, tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc il y a un peu des questions sur comment on scale, comment on se diversifie. Et donc très concrètement, comment on fait pour injecter un petit peu des méthodes dans le quotidien des équipes existantes et donc dans le delivery. Voilà pour moi. Rémi. Donc moi c'est Rémi Guyot, je suis CPO chez Blablacar. Ça fait 7 ans que je travaille chez Blablacar. Avant ça, j'ai travaillé chez PayPal pendant 7 ans, plutôt dans des rôles de designer. Et le sujet de la discovery, c'est un sujet qui me tient à cœur. On a pris le temps avec Tristan Charvilla d'écrire un livre récemment. Et le livre, il raconte la méthode de discovery qu'on a mis en place chez Blablacar. Et donc c'est vraiment un livre qui essaie de un petit peu théoriser une pratique systématique. Donc on va sûrement en parler parce que je pense que c'est en trouvant une méthode qui convient qu'on parvient à résoudre certains problèmes, notamment d'intégrer ça dans le quotidien. Et le fait d'avoir un parcours de designer qui passe au produit, je pense que ça explique beaucoup aussi le succès de la méthode chez Blablacar, en tout cas, parce que je crois qu'il y a énormément de réflexions dans le monde du design qui a été menée sur ces sujets-là, que parfois aujourd'hui on repackage sous l'étiquette de Discovery. Et donc je pense qu'il y a énormément de choses à aller chercher dans les choses qui ont été déjà définies il y a 5, 10, 15, 20 ans. Et donc ça fait partie des choses qu'on a fait chez Blablacar. Et en tout cas là, je suis extrêmement content d'avoir cette discussion aujourd'hui avec Laure et Axel, parce qu'on voit qu'en ce moment, il y a des personnes qui réfléchissent exactement à ce sujet-là, et je pense que pour toute la communauté, cette discussion-là, plus largement que celle qu'on va voir maintenant, mais ces interactions, ces modélisations, elles contribuent énormément à ce que notre écosystème grandisse très rapidement sur le sujet. Alors moi c'est Axel, je suis très ému d'être là aujourd'hui parce que je vois tellement de personnes que j'ai déjà croisées peut-être virtuellement avant, notamment grâce au podcast. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs de Product Squad dans la salle. Non, mais attends, on commence pas la compétition là. Très content de vous voir, mais ouais, très ému d'être là. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a une dizaine d'années dans le produit, dans une petite boîte qui s'appelle Advalo, qui faisait une plateforme de marketing. Et je suis un peu tombé dans le produit comme ça. Et ensuite, j'ai fait plusieurs boîtes. Je pense que l'expérience que j'ai retenue, c'est quand j'étais à la tête de l'équipe mobile à la Barclays, qui est une banque au Royaume-Uni, où j'ai vraiment basculé d'une pratique du produit qui était très delivery first vers une pratique qui était très discovery first. Et jusqu'ici, j'ai gardé cette pratique-là. Et récemment, j'ai monté un studio qui s'appelle Panache, où on accompagne les entreprises dans la formation et le coaching des équipes pour bien faire de la discovery et bien faire de la discovery at scale. Voilà. Merci beaucoup. Avant qu'on démarre la conversation, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions. Donc, il vous suffit de flasher le QR code qui est là, et poser vos questions. C'est une conversation ouverte, donc j'intégrerai vos questions au fil de l'eau, et voilà, ça permettra d'alimenter. Question simple et pourtant qui peut durer des heures. Comment arrive-t-on à intégrer la discovery dans le quotidien d'équipes qui n'en font pas ou peu? Vous avez 2 heures. Ok, je peux commencer. Moi, je pense qu'il y a une première étape qui est de clarifier un petit peu les rôles de chacun, ce qu'on attend en fait des différents métiers. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juste dire du jour au lendemain,
ah bah toi, product manager, product designer, à partir de maintenant, je veux que tu fasses plus de discovery. Qu'est-ce que ça veut dire? Les journées sont déjà pleines, enfin, c'est pas possible en fait. Voilà. Donc là-dedans, il y a deux aspects. Il y a déjà clarifier ce que veut dire le métier dans l'entreprise. Pour ça, il y a quelque chose qui est très bien, c'est d'établir un parcours carrière. Ça permet vraiment d'afficher le fait qu'on attend autant dans le delivery que dans le discovery, par exemple, pour un product manager. Voilà. Et du coup, il y a un outil donc, qui est à disposition des managers et qui permet vraiment de suivre les évolutions des product managers sur différents types de compétences. Donc ça, c'est un premier bloc qui est, à mon avis, assez important. Et après, il y a aussi la dimension organisationnelle, c'est-à-dire que quel est le périmètre aujourd'hui du product manager? Est-ce qu'il va avoir le temps en fait, de potentiellement faire plus que ce qu'il fait aujourd'hui? Ce n'est pas du tout évident. Je sais que chez Meilleurs Agents, pour répondre à ça, on avait 2 product managers par équipe, par exemple. Chez YouSign, pour l'instant, il n'y a qu'un product manager, mais par exemple, l'engineering manager fait plus de choses. Et également, il y a une équipe QA. Donc en fait, ça change aussi un petit peu les périmètres et la disponibilité aussi des product managers pour faire plus en discovery. Je pense que c'est un premier aspect. Pour compléter, donc complètement d'accord avec tout ça, pour compléter, peut-être que j'ai l'impression que parfois, une des grandes raisons pour lesquelles on n'a pas de pratique de discovery, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Et je crois que ça arrive parfois parce qu'on surestime la nécessité que tout travail de discovery prend forcément énormément de temps. Et je pense que c'est pas systématiquement comme ça. Peut-être que parfois, certains projets le nécessitent, mais il y a énormément de projets qui ont besoin d'un peu de discovery. Pourquoi? Parce que c'est des projets soit qui sont extrêmement matures, ou des projets où le risque de se planter n'est pas très grave. Donc pour ces projets-là, un peu de discovery, c'est peut-être exactement ce qu'il faut faire. Et en faire 3 fois trop, ce serait ça l'erreur. Et donc, peut-être déjà, quand on se dit on n'a pas le temps, la question qu'on essaye peut-être parfois de renverser chez Blacard, c'est de quel temps on décide d'allouer à cette phase de discovery. Et donc, ça force, en début de travail, d'avoir cette conversation-là. Quel est le niveau de maturité du sujet qu'on est en train d'explorer? Quelle est l'ampleur d'échecs qu'on est prêt à accepter? Et en fait, ça permet un peu de commencer à donner un cadre. Donc ça, c'est une première réflexion, c'est de réfléchir à la discovery de manière très flexible et très adaptée au sujet. Le deuxième sujet, c'est que la discovery, selon moi, c'est déjà suffisamment difficile pour qu'en plus, on n'essaye pas à chaque fois de réinventer la méthode. Et en fait, c'est très contre-intuitif, mais plus on va faire un travail de discovery qui est par définition exploratoire, plus moi je pense qu'il y a besoin de cadrer ce travail-là. Et de le cadrer d'une manière qui fait que déjà le peu de temps qu'on a, si on en manque, il ne faut pas le consacrer à réfléchir à ce qu'on va faire, il faut le consacrer à utiliser la méthode qu'on a choisie. Et alors on a décrit une, chez Blacard on utilise une autre, Panache en propose une troisième, en fait presque peu importe, mais en tous les cas que cette méthode-là, elle donne le cadre, elle donne le rythme qui permet de se consacrer au fond de ce qu'on cherche à faire, et non pas à passer des heures à débattre de comment est-ce qu'on va le faire. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, et je vais rebondir sur le mot rythme que tu viens d'utiliser, parce que je pense que c'est hyper important. Nous, ce qu'on voit aussi en bossant avec pas mal d'entreprises, notamment dans la French Tech, c'est que sur la partie delivery, il y a une forme inhérente de rythme et de cadence, parce que c'est animé par souvent pas mal de vous, j'imagine, font du Scrum ou du Shape-Up, donc c'est des choses qui viennent avec une certaine périodicité, un certain rythme. Intégrer la discovery, pour moi, c'est aussi trouver et créer des moments, des rituels qu'on va pouvoir intégrer dans cette périodicité de construction du produit. Donc, beaucoup de gens vont traiter souvent la discovery comme un projet, donc date de début, date de fin. Où là, je pense que, enfin en tout cas, moi je pense que c'est intéressant d'avoir un mindset plutôt continu de la discovery et se dire, la discovery, c'est pas je commence le projet aujourd'hui, j'essaye de réduire mon incertitude sur cette zone d'ombre et à telle date je vais arrêter, je vais produire quelque chose. C'est plutôt de se dire comment je fais de manière hebdomadaire, toutes les semaines, pour apprendre quelque chose qui me permet de vraiment ancrer ma prise de décision dans de la réalité de mes utilisateurs, plutôt que, comme Rémi dit, essayer de se dire, oh là là, par quel bout on va prendre ça, etc. Mais ce qui est important, c'est vraiment de commencer. Une des choses que l'on voit souvent, c'est que les gens ont du mal à juste commencer. Et moi, je dis toujours, je vois toujours des gens qui surestiment les compétences qu'il faut pour faire de la discovery et sous-estiment la valeur que ça peut apporter.
Donc hyper important de juste se lancer et d'essayer d'intégrer ça dans la pratique. On parle de la notion de temps dans des équipes qui sont quand même très orientées delivery, où effectivement la vélocité est importante et la capacité à sortir des choses est un peu l'indicateur clé. Comment vous arrivez à vendre, si vendre il le faut, aux décideurs ou aux responsables, le fait que finalement on perd en vélocité pour avoir quelque chose de plus qualitatif, qui est un peu l'objection presque de base. Il y a plusieurs approches. Une manière, c'est de ne pas le vendre, en fait, c'est de le faire. Non, mais c'est pas de la provocation, c'est exactement ce que dit Axel, c'est que pour commencer à faire quelque chose, peut-être qu'il y a un environnement de travail dans lequel chaque heure de votre temps est monitorée par votre manager. Auquel cas, peut-être qu'il faut le vendre. Mais si vous avez 1 heure à disposition, 1 heure de flexibilité pour faire un peu de pas en avant, je crois que cette heure, elle est mieux utilisée à faire un peu de travail de discovery en 1 heure, plutôt que de passer 1 heure à convaincre votre manager de la valeur que ça aurait. Parce que je crois que si vous le faites, probablement que ça va apporter effectivement, comme le dit Axel, déjà de la valeur. Et cette valeur-là, c'est celle-là qui va vous aider à convaincre éventuellement quelqu'un. Donc moi, le pitch théorique, je le trouve très difficile. Le pitch par la démonstration, il l'est un peu moins. Juste pour rebondir, les anglophones disent « Don't ask for permission, ask for forgiveness ». Donc ne demandez pas la permission d'aller faire de la discovery, faites-la, et ensuite vous demanderez pardon plus tard. Mais la réalité, c'est que dans la majeure partie des cas, vous n'aurez même pas à demander pardon, puisque aller faire la discovery, moi j'ai jamais vu ça se produire en tout cas, mais se lancer dans une itération de discovery où vous revenez sans rien d'intéressant, ça arrive quasiment jamais. Donc ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est comment je me mets dans une situation pour utiliser, comme Rémi le dit, une part de mon temps que j'ai, et ça peut être 1 heure par semaine, largement suffisant, dépendant du sujet bien évidemment, et je vais essayer d'aller parler à un utilisateur, je vais essayer de bosser sur un questionnaire, faire un survey, quelle que soit la forme ou l'activité de discovery dans laquelle vous voulez vous lancer, récupérer cette preuve, et ce qui va être hyper important après, c'est de communiquer cette preuve. Donc votre capacité à montrer ce que vous avez appris et comment ça impacte votre prise de décision et comment ça réduit le niveau d'incertitude dans la boîte, c'est là où il va se passer un changement et vous avez potentiellement plus besoin d'aller convaincre, comme disait Gabriel, vous avez peut-être plus besoin d'aller vendre ce concept à votre management puisqu'en fait vous avez des preuves. Mais je ne pense pas qu'on doive perdre forcément en vélocité. Pour moi, c'est compatible d'avoir une équipe véloce tout en faisant du discovery. Je veux partager un moment que j'ai eu avec un de mes managers qui est juste là, la semaine dernière, où en fait, il m'a parlé d'une feature sur laquelle on avait vraiment beaucoup de retard. Parce qu'il y avait plein de questions qui se posaient un peu trop tard, type mais est-ce que ça va vraiment aller pour tous mes utilisateurs? Comment on va communiquer ça, etc. Et du coup, quelque chose qui était censé être petit et rapide à sortir, ça s'éternisait et tout le monde était un peu en attente d'une date et voilà, ça ne marchait pas. Donc on en parle, etc. Puis après, on change de sujet et il me dit oui, alors, je voulais aussi te parler de la méthode de discovery dont tu as parlé. J'ai l'impression qu'on va perdre du temps, en fait, si on se lance là-dedans. Du coup, c'était vraiment parfait pour moi parce qu'il avait lui-même répondu à sa propre question, en fait. Et donc, je lui ai dit, en fait, tout l'objectif de faire ça, c'est de prendre le temps en amont, mais pour ne pas en perdre en aval, et donc avoir une meilleure prédictibilité de ce qui se passe et limiter l'ensemble des risques. Et ça c'est très compréhensible pour un décideur, a priori. Quand est-ce qu'on sait ou qu'on décide qu'on a suffisamment creusé un sujet? Un peu cette limite, à quel moment, où mettre le curseur? Quelque chose de très difficile, effectivement. Là-dedans, pour moi, il y a beaucoup d'utilisation de ton jugement, en fait. À un moment, tu vas regarder le problème que tu as en face de toi et tu vas dire, là, mon niveau personnel de confiance en tant que product manager, que researcher, que designer, que tech lead, etc., il me satisfait. Et du coup, je vais pouvoir passer de l'avant, notamment d'un point de vue delivery. Parce que le sujet, c'est quand même comment on passe comment on allie les deux, mais aussi comment on fait pour passer de la discovery vers la delivery. Ça, c'est hyper important. Et il y a vraiment un sujet d'embarquer les personnes dans la discovery. En fait, ce qui réduit aussi le niveau d'incertitude, c'est de le faire à plusieurs.
Donc si tu as typiquement dans pas mal d'entreprises que le product manager qui s'en occupe, la discovery c'est le problème du product manager, si c'est le cas, une partie de l'incertitude vient aussi du fait que on n'a personne qui peut bosser sur l'usabilité de ce problème, ou on n'a personne qui peut bosser sur la faisabilité de ce problème, et la même chose pour la solution. Parce que là on parle de discovery, il y a la discovery des problèmes et il y a aussi la discovery des solutions. Donc c'est important de pouvoir embarquer les gens, puisque c'est en ayant une certaine forme de diversité de pensée qu'on va aussi avoir une forme de taux de couverture du problème. Et c'est ça qui apporte ce niveau de confiance. C'est quoi la Dream Team, selon vous, des personnes qui doivent être impliquées dans cette phase? Parce qu'effectivement, tu parles des product managers, j'aurais spontanément dit product designer plutôt. Pour moi, tout va souvent dépendre du type de produit. Est-ce qu'on développe une petite feature ou un nouveau produit qui va changer vraiment l'entreprise. Après, pour moi, il y a vraiment une core team de product manager, product designer, engineering manager et product marketing manager. Voilà. Et en plus, selon les sujets, on va peut-être avoir quelqu'un en plus. Donc, nous, on a beaucoup de sujets légaux, donc ça peut être quelqu'un qui maîtrise bien ces problématiques-là. Et donc, tout l'intérêt, c'est d'avoir vraiment cette équipe cœur qui réfléchit en fait au sujet en amont, qui pose les hypothèses ensemble, et on se met d'accord sur les actions à mener. Voilà. Comme ça, il y a vraiment ce consensus dès le départ. Et alors après, en fait, l'idée, c'est que ça va ruisseler. Donc, chaque personne va avoir un peu le lead sur sa partie. Il va y avoir sans doute d'autres personnes impliquées à plein de moments. Mais dès le début, on n'a pas réfléchi seul au sujet et on a eu un peu un consensus sur les actions à mener. Et ça facilite beaucoup les choses par la suite. Rémi, tu veux compléter? Entièrement d'accord. Merci pour ton aide. Est-ce que vous faites une distinction entre B2C et B2B? Est-ce que dans cette réflexion discovery, delivery, est-ce qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques à l'un ou à l'autre? Et si oui, lesquelles? Alors oui, il y a forcément des spécificités. Je pense que la méthode doit pouvoir s'appliquer au B2C comme au B2B. Moi, j'ai une expérience très B2B, donc c'est surtout ça que j'ai connu, c'est surtout les opportunités qui se sont présentées. Mais je pense que sur la réflexion, ça ne devrait pas tout changer, a priori. Mais ça reste assez théorique. Je ne sais pas si... Donc moi, j'ai beaucoup plus d'expérience dans le domaine B2C. À chaque fois que j'interagis avec des gens qui ont plus une expérience B2B, j'ai l'impression qu'une des grosses différences, c'est dans la manière de s'exposer à la réalité de l'utilisateur. Là, j'ai l'impression que les techniques peuvent énormément varier. Que dans un domaine B2B, il y a une collaboration avec une équipe commerciale, par exemple, qui va prendre une grande importance, ce qui existe peu ou pas, parfois, dans le monde B2C. Donc ça c'est une réalité très opérationnelle de la discovery. Par contre, je crois effectivement que la réflexion en amont de est-ce qu'on a besoin de le faire ou pas, l'évaluation du risque, les personnes qu'on implique, là, il y a énormément de points communs. Donc j'ai l'impression que c'est dans presque la logistique de la discovery qu'il peut y avoir un contexte qui est très différent. Mais dans l'état d'esprit, dans le fait d'avoir un problème qu'on va essayer de regarder sous plusieurs angles, tout ça c'est quand même assez similaire dans ces deux mondes-là, j'ai l'impression. Ouais, je rejoins Rémi. C'est vrai que du coup en B2B, moi, il y avait un pan qui était extrêmement important pour tous nos lancements de produits, c'était qu'est-ce que ça va devenir une fois que c'est dans les mains des commerciaux, tout ce qu'on a fait. Voilà. Donc ça vraiment, on a eu plein d'exemples de on fait tout bien, tout parfaitement, et en fait, non, le produit ne se vend pas. D'accord. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, on a décidé d'intégrer la partie commercialisation, donc tout ce qui est communication, donc toute l'intégration des équipes commerciales, mais aussi toute la partie pricing qui fait partie intégrante en fait de ce qu'on construit. On a intégré ces parties-là complètement dans le process de discovery, parce que sans ça, le produit n'a pas de succès en fait. Donc il faut penser à ces éléments-là dès le début. D'où l'intérêt donc déjà d'avoir du product marketing très tôt dans la réflexion, et aussi d'intégrer dès que possible des équipes commerciales pour prendre leur avis, et aussi qui se responsabilisent aussi sur ce qui est fait et qui maîtrisent vraiment le pourquoi des choses. Donc c'est un point assez important, je pense. Juste une aparté dans le livre, vous spécifiez pas, vous faites pas la différence justement B2B et B2C. Pour ceux qui auraient lu le livre Discovery Discipline. Le livre
il est clairement inspiré majoritairement de l'expérience qu'on a eue chez PayPal et chez BlaBlaCar avec Tristan. Donc chez PayPal, c'était un mélange de B2B et B2C, et chez BlaBlaCar, c'est très B2C. Mais il est aussi complété, enfin cette expérience, elle est complétée par un travail de mentoring et coaching qu'on fait dans différentes structures, et où il y a déjà cette méthode qui est mise en place. Donc il y a clairement un biais B2C qu'on va essayer de combler si on a l'occasion de faire une prochaine édition, parce qu'on se rend compte qu'il y a certains points de détail effectivement qui sont un petit peu différents. Je prends un exemple. Un exercice qu'on recommande, c'est le fait de formaliser très tôt dans le process de discovery la promesse de la solution qu'on va construire. Donc je pense que c'est pour ça que leur insistant sur l'importance du product marketing dans ce travail de discovery. Là, en l'occurrence, nous, le format qu'on recommande d'utiliser, c'est un tweet. Le tweet qui va lancer la fonctionnalité qu'on va être amené à construire. Pourquoi un tweet? Parce que on a une contrainte d'espace, on a 280 caractères, donc ça force à concentrer cette promesse de manière extrêmement précise, et ça correspond bien effectivement à une audience B2C où c'est un truc qu'on va lancer au grand public. Je pense que ce format-là, il est sûrement pertinent de l'adapter dans un monde B2B, et donc peut-être qu'effectivement la bonne question à se poser, c'est peut-être c'est le support qu'une force de vente va avoir à utiliser. Bah, c'est ça qui peut être le livrable. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression que la philosophie, elle reste assez identique, mais il peut y avoir des ajustements un peu dans les détails, quoi. Potentiellement un press release inspiré d'Amazon. Complètement. Pas mal documenté. On a beaucoup fait ça et c'était très efficace. Enfin, c'était très vendeur en interne. C'est vraiment quelque chose qui avait bien marché. Juste une aparté sur le press release, ça m'intéresse. Est-ce que ce sont qui le rédige? Parce que j'ai l'impression qu'on peut investir énormément de temps dans la rédaction. Est-ce que c'est pertinent d'investir autant de temps sur une phrase, une virgule? Ouais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas tellement cette méthode, ça s'appelle PRFAQ, PRFAQ, qui est une méthode qui est utilisée par Amazon, enfin dans les business lines d'Amazon pour lancer des produits, avant même de lancer des produits. Et des fois, c'est un document qui fait entre 6 et 12 pages. Donc, ça peut paraître effectivement un peu long. Je pense que l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de structurer sa pensée et poser les choses à plat, ce qui ne se passe pas souvent dans la réalité de la vie d'une équipe produit, parce que les équipes sont souvent dans le run. Et en fait, rien que ça, prendre le temps de poser à plat ses idées, ça apporte quelque chose qui est assez fort. Donc, ça promeut l'alignement entre les personnes qui vont pouvoir lire ce document et dire ça m'inspire le problème sur lequel tu es en train de travailler, mais j'ai quelques questions, donc je peux tout de suite, en tant que stakeholder ou quelqu'un dans l'équipe, soulever mes interrogations, avant même d'investir le temps des développeurs dans le fait de construire un produit. Donc ça, c'est hyper important. Donc apporter de la clarté, de l'alignement, et aussi tout de suite embarquer, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est hyper important, tout de suite embarquer un maximum de gens sur cette vision commune de ce qu'on essaye de faire, pourquoi on le fait, et si ça marche, ça ressemble à quoi. Par exemple, comment on va mesurer l'impact, comment on va distribuer le produit, le go-to-market, etc. Laure, tout à l'heure, parlait du rôle du PMM. C'est hyper important, et je pense que ce document-là permet de faire ça de manière efficace, quoi. Et peut-être pour revenir sur ta question, Gabriel, sur comment est-ce qu'on sait qu'on a fait suffisamment de travail, une des réponses possibles, c'est le jugement à apporter. Je pense qu'il est pertinent, mais peut-être que quand on débute dans ce travail-là, c'est difficile en fait d'avoir ce jugement-là parce qu'on n'a pas beaucoup de points de comparaison, on n'a pas beaucoup d'expérience dans le domaine. Et donc, l'exercice dont on parle, en fait, c'est une sorte de template, en fait, qui te renvoie ton niveau de clarté. Et donc, dans le livre Discovery Discipline, on parle énormément de ces templates. Ces templates, ils ne sont pas magiques, ils ne donnent pas la réponse. Par contre, ils te font savoir que peut-être la réponse, tu ne la connais pas du tout. Et plus tu es en train de te batailler avec ce template-là, qui sont des templates relativement simples, plus en fait tu as l'information de est-ce que j'ai atteint le niveau de clarté qui semble nécessaire. Après, en réalité, il y a toujours besoin d'un peu de jugement. Mais plutôt que d'être face à la page blanche et de se dire est-ce que j'ai le bon niveau de maturité, d'avoir des templates prédéfinis que tu connais à l'avance, que d'ailleurs que tu pratiques systématiquement, donc en fait même ta maîtrise de ces templates-là augmente, je pense que tu finis par savoir très très rapidement avec le temps
si justement tu as atteint le bon niveau de maturité. Et peut-être que la première fois que tu fais une press release, peut-être que tu te batailles sur des détails qui ne sont pas importants, mais en vérité, avec le temps, ça devient un exercice que tu connais. Et la seule valeur de cet exercice-là, au-delà de l'alignement dont parle Axel, c'est aussi le miroir que ça te renvoie sur ton propre niveau de maturité. Et donc ça, je crois que, encore une fois, c'est un peu le côté contre-intuitif, c'est plus tu vas dans l'exploratoire, plus tu as besoin de garde-fous ou d'éléments qui vont faire en sorte que dans le moment de doute, tu peux te raccrocher à quelque chose. Une question qui revient, qui a été pas mal appréciée. Comment gérer quand les conclusions d'une discovery ne sont pas du tout celles attendues par la direction? Moi, j'ai une petite anecdote là-dessus. Alors, je ne vais pas nommer l'entreprise parce que je pense qu'elle est plutôt connue, mais on a accompagné une équipe produit récemment où ils ont été chargés de lancer un nouveau produit sur une plateforme qui existe déjà avec plusieurs autoproduits. Et du coup, ils disent on va faire une discovery, aidez-nous à faire la discovery. Donc, on coach les équipes, on fait la discovery. Et effectivement, à la sortie de la discovery, le sujet qui était un sujet qui était porté par le CEO, le CEO disait le futur de la boîte, c'est ça. Et bien la discovery montre que le futur de la boîte, c'est pas ça. Et à notre grande surprise, ce qui s'est passé lors de la réunion de playback, de restitution, c'est que le CEO est sorti et en faisant son feedback à l'équipe, il dit « C'est la première fois que je fais une réunion avec une équipe produit où j'apprends quelque chose. » Et je ne sais pas si c'est la réalité dans vos entreprises, mais le CEO, souvent, c'est quelqu'un qui, le ou la CEO d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est souvent en retrait. Donc qui n'est pas dans l'opérationnel, qui ne voit pas la réalité des utilisateurs, souvent, etc. La capacité à apporter cette connaissance et à la communiquer de manière efficace à votre management, encore une fois, la communication, c'est hyper important. Donc comment vous restituez ce que vous avez appris, c'est hyper important parce que c'est là où il va se passer un changement. Donc cette personne, ce CEO, il est revenu nous voir en nous disant vous m'avez un peu prouvé la valeur de la discovery, maintenant je vais demander à toutes les équipes de faire de la discovery tout le temps. C'est un peu le rêve, quoi. Mais c'est pour vous montrer à quel point c'est impactant de prendre le temps de bien amener ce que vous avez appris, cette connaissance client, aux bonnes personnes dans l'entreprise parce qu'il peut vraiment se passer des tournants. C'est un grand groupe ou pas? C'est une boîte de plus de 1500 personnes. Parce que moi, mon expérience des retours comme ça, c'est plutôt les utilisateurs, ils ne comprennent rien. Je sais que c'est ça qu'il faut faire. Allons-y. Et de citer l'exemple de Ford, si tu avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, blablabla, blablabla. Non, mais alors, donc, je pense qu'on est beaucoup trop d'accord, donc je vais prendre un contre-pied. Je pense que aucun travail de discovery n'aurait permis l'émergence de Blablacar. Et donc ça c'est la difficulté en fait, c'est que parfois il peut y avoir une vision qui ne peut pas être démontrée autrement qu'en étant exécutée. Et comment est-ce qu'on fait pour arbitrer entre ces deux points de vue-là? Moi j'ai l'impression que je pense que ça invalide pas du tout le travail de discovery. En fait, on essaye avec un travail de discovery d'enrichir notre réflexion, peut-être des fois de réduire un niveau de risque, etc. Mais je ne crois pas que c'est la vérité absolue non plus. Et donc, je pense que si ça arrive que vous fassiez un travail de discovery qui, au final, semble aboutir à une conclusion qui n'emporte pas l'adhésion, c'est pas grave non plus, en fait. Et peut-être que cette fois, vous êtes trompé, ou cette fois, vous n'avez pas eu l'aval, et c'est pas grave. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se concentrer sur une fois où peut-être vous êtes mangé un mur après un travail de discovery. Peut-être que vous n'avez pas été convaincant, peut-être que vous êtes trompé, peut-être que vous êtes face à un décideur qui n'entend pas. Je pense que dans la durée, la quantité de travail de discovery, c'est sûr et certain que ça paye. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exception, mais en tout cas, je pense qu'il faut faire attention à ne pas se dire « Ah ben j'ai tenté une fois, ça n'a pas été entendu, donc ça ne marche pas ou ça ne vaut rien ». Je pense qu'il faut persister, et je pense que dans la majorité des cas, ça a de la valeur. Il y a des fois, il y a d'autres éléments qui font que ça va être un peu plus compliqué, et ce n'est pas un drame en fait. Vous avez des exemples justement, parce que je ne veux pas qu'on mette que l'emphase sur la discovery, c'est vraiment les deux. Des exemples concrets de, on a fait la discovery, on est à peu près sûr qu'il y a un sujet à craquer, on part en delivery, on sort le truc, ratage total, ça bouge rien du tout, voire retour négatif. Vous avez des éléments concrets, des exemples que vous pourriez partager?
Moi, sur l'histoire des CEO, là, j'allais raconter une petite histoire qui va un peu dans ce sens. Donc, nous, sur un des produits qu'on avait lancé chez Meilleurs Agents, qui était en gros une base de données de vente immobilière, on avait fait tout le travail de rechercher ce qui se passait un peu sur le marché, comprendre les attentes des utilisateurs, etc. Et on avait notamment fait des recherches sur le nom du produit. Voilà, on avait du mal à définir un petit peu ce concept et de trouver un nom un peu sexy. Discussion un petit peu houleuse, et le CEO a tranché pour un nom qui était Estima Pro, sachant que c'était un produit qui ne faisait pas d'estimation, et qu'on avait un autre produit chez Meilleurs Agents qui s'appelait comme ça. Voilà. Donc là, c'est la décision. On sait qu'elle est mauvaise. Enfin, c'est évident qu'elle est mauvaise. Mais il y a un moment donné, c'est le CEO, et on a beau montrer plein de chiffres, plein de preuves. S'il veut que ça s'appelle comme ça, bah, ça s'appellera comme ça. Et juste, c'est quelque chose qu'on garde en tête. Donc là, il faut s'armer de patience. Et quand 6 mois plus tard, tous les commerciaux nous disent « En fait, j'arrive pas à le vendre parce que les clients s'attendent à ce que ça fasse de l'estimation. » Ah bah oui, forcément. Et bah là, du coup, on sait quoi faire. Voilà. Et c'est des exemples qu'après, il faut utiliser pour faire mieux les choses la prochaine fois. Et je pense qu'il faut aussi avoir ce recul et accepter que parfois, voilà, tout ne se passe pas comme on le voudrait. Et il y a des moments un peu comme ça, et il faut avancer. Merci. Si je reprends une des questions, comment faire du discovery en continu, concrètement, depuis l'identification du problème, et aussi et surtout jusqu'au monitoring et la réitération? Je commence, et je pense que vous allez avoir pas mal de choses à dire là-dessus aussi. La discovery en continu, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les rituels. Je pense que quelque chose que nous, on a expérimenté dans la dernière boîte où j'étais product lead, c'est qu'on s'est dit comment on peut créer des moments dans notre semaine ultra chargée, comme la semaine de tout le monde, pour avoir des moments où on fait des activités où on va augmenter notre connaissance à propos des utilisateurs. On s'est inspiré de 2 frameworks existants. On a regardé un truc qui s'appelle Dual Track Agile, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a un article de Jeff Patton là-dessus sur son blog. Et le Design Sprint de Google, de Jake Knapp. Et en fait, on a pris ce qui nous semblait réaliste dans les 2 frameworks, et on a construit un truc à notre propre sauce, où en gros, ça voulait dire que le lundi, on faisait un discovery planning, pardon. Le mardi, on faisait avec l'équipe une réunion où on disait bon ben c'est comme ça qu'on va attaquer ce problème, et voilà ce qu'on va essayer de poser comme question à des utilisateurs, donc plutôt en faisant des entretiens qualitatifs. Et le jeudi, donc le mercredi, on faisait des entretiens toute la matinée. Et le jeudi, on se voyait, on faisait un huddle. Donc entre nous, on essayait de partager avec l'entièreté de l'équipe produit ce qu'on avait appris. Et le vendredi, au repas, au lunch break du vendredi, on faisait une réunion avec toute la boîte où on partageait tout ce qu'on avait appris. On a fait ça pendant 1 mois. C'était très intense. Par contre, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que avant, où on était dans un mode où la discovery et la recherche, c'était très un peu comme une agence dans la boîte. Donc, quand tu allais voir des gens, typiquement des researchers, tu leur disais tiens, je ne sais pas trop quoi faire là, va me trouver des réponses. Le researcher part, et puis il revient quelques semaines plus tard avec les réponses. Le challenge là-dedans, c'est qu'il y a une forme de passation, de handover. Et c'est là où se perd 90% de la matière de la recherche. Donc ce qui est hyper important, en tout cas si vous repartez aujourd'hui avec un truc en tête sur la Continuous Discovery, c'est vraiment comment je crée les activités dans ma semaine, parce qu'il faut vraiment mettre la barre là pour vraiment construire une pratique viable, pour aller chercher des informations sur l'utilisateur, de la connaissance utilisateur, la documenter et surtout la communiquer dans toute la boîte. C'est hyper important. Le gros avantage de ce que décrit Axel, je pense que c'est le pouvoir de l'habitude, quoi. Donc c'est qu'on enlève énormément d'énergie parce qu'il y a plein de choses qui sont définies une fois pour toutes, pour les semaines et les mois qui viennent. L'inconvénient que moi j'y vois, c'est que ça te force un peu à faire comme si tous les projets avaient le même besoin de discovery, au moins en termes d'effort. Et donc c'est pour ça que nous, chez Blablacar, on a adopté une approche un petit peu différente, qui est, donc le point commun, c'est que nous, on ne se pose pas de question, est-ce qu'on fait de la discovery? La question qu'on se pose, c'est
quelle discovery on va faire. Donc il y a systématiquement chez Blablacar une phase de discovery. La question qu'on se pose, c'est donc quelle quantité d'efforts on va mettre derrière, et puis précisément quelles étapes on va suivre. Enfin, quelles étapes non, parce qu'on a toujours les mêmes étapes, mais plutôt quelle quantité de temps on va passer sur chacune des étapes. Et donc, systématiquement, toujours les mêmes livrables, comme ça on ne se pose pas de questions aussi par rapport à ça. Donc la vraie question, c'est l'assessment, l'évaluation du risque dont on parlait, l'évaluation du niveau de maturité. En fait, ça donne un peu une réponse à cette question-là. Et je crois que c'est ça crée un état d'esprit assez similaire au fait d'avoir ancré de manière hebdomadaire des points de rendez-vous, etc. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que ça nous permet d'avoir une variabilité entre un tout petit projet qui peut être par exemple une contrainte légale qui nous tombe dessus, qu'il faut résoudre de la meilleure des manières, mais dans les faits, ce n'est pas le projet de l'année, avec le lancement d'une nouvelle fonctionnalité qui est censée faire x2 en termes de conversion, par exemple, dans un flow. Dans ces deux types de projets, potentiellement, la quantité de discovery qu'on aurait envie de faire va être très très différente. Et donc, on suit les mêmes étapes. Donc, c'est facile aussi, une fois qu'on a une méthode avec toujours le même vocabulaire, on est capable de dire à telle étape, j'aimerais qu'on passe 3 semaines ou 3 heures ou pas, parce que c'est une répétition du projet d'avant. Donc le fait d'avoir développé un vocabulaire commun, ça permet justement d'avoir cette conversation qui est comment est-ce qu'on va dépenser notre temps en fonction de la nature du sujet, quoi. Mais là, typiquement, sur le sujet légal ou d'autres sujets qui sont entre guillemets des impondérables, tu vas quand même faire de la discovery? Il y a besoin d'en faire? Bien sûr. Sur quels aspects, par exemple? Moi, la première question, dès qu'il y a une contrainte légale, c'est est-ce qu'on en tient compte? Parce que, en fait, tu considères que c'est de la discovery, ça? Ça, c'est plus une décision en tant que toi, CPO, est-ce que je veux qu'on le traite ou pas? Non, parce qu'au moment où je pose la question, j'ai pas du tout la réponse. Et je crois qu'en fait, peut-être que la réduction qu'on fait à la discovery, c'est quel est le risque utilisateur. À savoir, est-ce que les gens vont adopter le travail qu'on est en train de faire. Mais en réalité, il y a d'autres risques qu'on cherche à déminer. Donc, par exemple, spontanément, il y a une contrainte juridique. Tout de suite, il y a 2 dimensions qui émergent, au moins. Souvent, il y en a 3. Et les 2 qui sont évidentes, c'est quel va être l'impact sur les utilisateurs et quel va être l'impact juridique, en termes de procès, en termes d'amende, etc. En fait, pour moi, de poser la contrainte juridique ne répond pas du tout à la question. Si je regarde la contrainte, je n'ai pas la moindre idée de quel est l'impact sur l'utilisateur. Peut-être qu'il est immense, peut-être qu'il est inexistant. Et pareil sur l'enjeu juridique. Donc, je ne parle même pas de l'enjeu business potentiel qu'il peut y avoir. Et donc, de se dire, il y a une contrainte, il y a une injonction juridique, donc on passe en delivery sans réfléchir, me semble fou, en fait. Donc, bien sûr qu'on va se poser la question. Après, peut-être que la réponse, elle va être pliée en 1 heure. Peut-être que la réponse, elle va consister à explorer une seule de ces dimensions-là, parce que les autres sont évidentes. Mais c'est pour ça que, pour moi, la discovery, elle est systématique. Elle consiste à se poser 1 seconde avant de foncer. Mais après, on peut aller extrêmement vite. Ce travail-là, on peut le faire rapidement. Mais donc, je pense que c'est pour ça que, y compris le concept de l'équipe parfaite, l'équipe parfaite, elle dépend parfois aussi, effectivement, du sujet. Et donc, selon le sujet ou selon le type de boîte dans lequel on est, l'autre jour, on a fait un travail de discovery où la personne qui était clé dans la pièce, c'était sur une fonctionnalité produit, mais la personne qui était clé, c'était notre responsable relations presse. Pourquoi? Parce que la valeur de la fonctionnalité qu'on allait développer, c'était essentiellement de créer du buzz. En l'occurrence, après avoir fait un travail de discovery avec lui, on s'est rendu compte que la probabilité que ça génère l'impact qu'on espérait d'un point de vue retombée presse était relativement faible. Donc on a tué le sujet. Donc là, cette expertise-là, si on pouvait partir en discovery, en delivery, on savait exactement ce qu'on voulait faire. Mais en fait, on avait besoin de déminer un des risques clés, qui en fait était le risque déterminant, qui fait qu'en creusant un petit peu les probabilités que ce qu'on espérait se passe était trop faible, et donc on a tué le projet. Et donc, oui, pour moi, c'est systématique, et c'est le... En fait, au bout d'un moment, ça devient un réflexe, et c'est là où l'importance pour moi, c'est de développer le réflexe. Et donc, je comprends complètement la notion de développer des habitudes, parce que si on n'a pas ce réflexe-là au départ, ça demande beaucoup d'efforts de le générer. Donc, peut-être de commencer par générer une habitude de phase de discovery tout le temps, systématiquement. Ça permet ensuite de développer le niveau de maturité qui fait que de temps en temps, c'est extrêmement rapide, parfois c'est plus long, etc. Et l'idée, c'est vraiment de créer un moment. Donc, c'est ça, l'habitude de se dire, je sais que toutes les semaines, il y a ce moment-là où on peut se réunir pour parler de ce sujet-là. Donc si tu ne crées pas le temps et l'espace pour que cette conversation elle se produise, on retombe dans le run,
c'est la course au ticket, on essaie de shipper. Enfin, tu vois, tu restes dans ce cycle-là. C'est quoi la première action, justement, dans cette espèce de daily routine quasiment concrète que vous conseillez d'engager pour être dans cette logique répétée? On parlait tout à l'heure, juste avant, la table ronde avec Laure, on parlait de cartographier les connaissances clients. Et c'est hyper important parce que on discute avec beaucoup d'équipes qui pensent qu'elles ne savent rien ou que leur niveau de maturité sur un sujet, il est beaucoup moins élevé que la réalité. Donc un point de départ, souvent, c'est aussi de se dire, quand je vais me lancer dans le fait d'attaquer un problème, c'est de se poser et de se dire qu'est-ce que je sais de ce problème-là, d'un point de vue de l'équipe produit déjà. Et plus tard, tu peux aller chercher la connaissance où elle est dans l'entreprise, donc au marketing, au customer success, au sales, etc. Mais si tu ne fais pas une première cartographie où tu te dis, ben voilà tout ce que je pense savoir sur ce sujet-là, du coup, tu ne peux pas identifier quelles sont tes zones d'ombre, du coup, tu ne peux pas cadrer la discovery elle-même et dire, en fait, les sujets à lever, les incertitudes à lever sont celles-ci, celles-ci et celles-ci, tu vois. Donc, une bonne pratique, c'est commencer par se dire, qu'est-ce qu'on sait ? Ce qui implique d'avoir une bonne structuration des connaissances, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est un vrai sujet, de savoir comment tu organises tout ça, cette base de connaissances qui va faire que grandir pour demain faire gagner plus de temps à tes équipes quand ils cherchent des réponses et pas réinventer la roue à chaque fois, quoi. Ouais, et juste petit tip, nous on voit pas mal d'entreprises qui passent une tonne de temps à choisir le bon outil pour répertorier la connaissance client. Franchement, faites au plus simple, des fois un Google Doc ça suffit, enfin, vous prenez pas trop la tête. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un lieu où l'entièreté de l'équipe puisse se retrouver, se repérer et savoir à n'importe quel moment donné, qu'est-ce qu'on sait de tel sujet. Inception. Une question que l'audience n'a pas posée aujourd'hui qui vous paraît intéressante d'adresser. On arrive au terme de la conversation. Est-ce qu'ici, on va faire peut-être un petit sondage à main levée. Est-ce qu'ici, vous avez entendu des gens dans votre boîte, en termes d'objections, qui vous disent « mais la discovery, ça coûte cher ». Quelques petites mains là-bas. Okay. C'est un sujet important parce que quand on parle de discovery ou de user research, des fois, ça fait peur à certaines personnes parce que les gens se disent « mais pendant que l'équipe fait ça », et souvent, les dirigeants ont un prisme très financier sur les activités. Donc pendant que mon équipe fait ça, ça veut dire qu'elle ne fait pas autre chose. Et on a une discussion la semaine dernière avec Lorraine Michaud, qui est Head of Product Strategy chez Alma, qui nous expliquait que en fait, faire de la discovery, c'est systématiquement moins cher que pas d'en faire. Puisqu'en fait, c'est ce qui va réduire notre risque, et éventuellement le risque business et financier, de dire on va potentiellement prendre la mauvaise avenue pour apporter de la valeur aux utilisateurs. Donc ça, c'est un sujet dont on n'a pas abordé dans ces termes-là, mais je trouve ça intéressant de dire, quand tu vas décider où tu investis ton argent dans l'entreprise, dans quelle activité, dans quelle équipe, de te dire que finalement la discovery, c'est quelque chose qui est viable et qui permet de dérisquer pas mal de choses en aval. Laure, Rémi. Peut-être que le sujet, moi, qui m'intéresse pas tant que ça, au sujet de la discovery, dont beaucoup de gens en parlent, c'est le sujet des outils. Quel outil utiliser? Et j'aurais adoré qu'on me pose la question parce que la réponse est j'en sais rien. Et je crois que c'est pas très important. Donc si aujourd'hui vous dites « Ah, mais en fait, je pourrais faire plus de discovery si seulement j'avais le bon outil », je crois que vous pouvez foncer, mettre les sujets outils de côté, parce qu'avant que votre principal bloqueur, ça soit les outils, je pense que vous aurez atteint un niveau de maîtrise très très élevé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'outils. Comme le dit Axel, prenez ce qui vient, prenez ce qui est déjà en place, et probablement ça suffit. Et je pense que c'est par la pratique très concrète qu'on devient meilleur, et il n'y a pas d'outil magique. La discovery, c'est quelque chose de difficile, et c'est en pratiquant qu'on devient meilleur, et il n'y a pas beaucoup de raccourcis en fait. Donc je pense qu'il faut se lancer et pas chercher l'outil magique. Voilà, donc quelque part, je suis très content que cette question n'ait pas été posée, parce que ça veut dire qu'elle est dans la tête de peu de gens, et c'est une très bonne chose. C'est un peu à ce thème que je pensais aussi. Donc
peut-être une toute dernière, c'est sur quelle pondération vous faites entre des sujets où il y a des besoins d'itération et des nouveaux sujets. Est-ce que vous privilégiez la logique d'itération sur l'existant ou c'est du 50-50? Ça dépend évidemment. Et, je vais faire une réponse un peu nulle, mais ça dépend, je pense vraiment. C'est hyper contextuel. Je fais la différence entre le moment dans l'entreprise où tu réfléchis à faire ce qu'on appelle des fois de l'innovation de disruption. Le mot innovation, personne n'aime trop l'entendre ces jours-ci, mais c'est un mot qui est assez galvaudé. Mais si tu veux faire de l'innovation de disruption, des fois ça veut dire qu'il faut te laisser du temps et de l'espace pour aller vraiment explorer, faire ce qu'on appelle de la recherche exploratoire. Et là, tu n'es pas dans l'itération. Et des fois, il faut juste prendre le temps de bien faire ça. Et des fois, tu peux faire une discovery qui dure 12 semaines. Et c'est pas grave. Puisque tu vas potentiellement disrupter tout un marché. Et il y a toujours cette implication coût versus opportunité. Donc, quand ton niveau de confiance est très élevé sur une opportunité qui est grande mais qui demande beaucoup d'exploration, nous, on a taclé un sujet autour de la santé récemment, où on a fait 2 mois de recherche avec 40 personnes dans le parcours du soin, donc patients dans des établissements de santé privés et publics. Ça demande du temps. Et du coup, tu n'es pas dans l'itération. C'est de la recherche en mode projet. Quand tu as un produit qui est beaucoup plus établi, que tu as une base utilisateur qui est beaucoup plus établie, quand tu as dérisqué déjà pas mal de choses d'un point de vue business, et que tu te retrouves dans une forme de run, là, tu fais de l'itération. Je pense que c'est vraiment contextuel. Oui, c'est ça. Ça paraît dangereux d'avoir une décision un peu arbitraire, type je décide que ce sera 45% pour le nouveau et le reste pour l'existant. Enfin, je pense qu'il faut vraiment partir de l'état des choses. Est-ce que mon produit actuel il va bien? Quels sont un peu les besoins? Et en fonction de ça et en fonction de la stratégie d'entreprise aussi de croissance, quelle force on veut mettre sur ces différents sujets? Mais dans une logique où tu as des contraintes et des ressources limitées, tu as investi du temps pour sortir. Il y a quand même une logique de comment j'améliore. Est-ce que ça prime sur je vais attaquer des nouveaux sujets versus j'améliore l'existant? Ça se pose. En fait, parfois j'ai l'impression qu'en tant que communauté, on a été un peu trop loin dans le délire de l'itération infinie. En fait, si à un moment on fait un bon travail de discovery, on va finir par le résoudre le problème en fait. Et donc, et puis des fois on y arrive du premier coup et c'est ok. Donc, si on fait un bon travail de discovery, ça veut dire qu'on a bien compris quel était le problème majeur à adresser. On a fait un travail de solution discovery, donc a priori on a une bonne idée de la solution. Des fois ça marche. Alors peut-être que des fois on est passé à côté de quelque chose, il faut faire une deuxième itération, mais je crois que de la notion on fait une V1, il n'y aura jamais de V2, on itère en permanence et c'est jamais terminé, il y a peut-être un curseur à mettre entre les deux, quoi. Et qui consiste à se dire, on avait identifié un problème, c'est sûrement pour ça qu'on a commencé à se plonger dans une problématique. On apporte une solution, on essaie d'évaluer si elle résout le problème. C'est ok si c'est le cas. C'est bien en fait. Et j'ai l'impression que parfois on se dit non, mais je devrais itérer une V3, une V12. Je pense que je suis d'accord qu'il n'y a pas de réponse magique, il faut faire 45% d'itération, je sais pas quoi, mais je crois que le culte de l'itération, il a beaucoup de vertus parce qu'il justement il autorise à ne régler qu'un problème à la fois et de ne pas essayer de tout régler à l'avance. Il autorise à faire une hypothèse et puis vérifier si effectivement elle est juste plutôt que d'en faire 40. Mais parfois on fait des hypothèses, elles sont justes et on avance et on passe au sujet d'après. Donc c'est pas tant le découpage en termes de pourcentage que l'état d'esprit qui consiste à se dire il y a une raison pour laquelle je suis en train de creuser ce sujet-là. Si effectivement ce sujet a majoritairement disparu, et qu'en tout cas le problème qui reste, parce qu'il en reste toujours un petit problème, un cas d'usage qu'on n'a pas traité, etc., est plus petit que les autres opportunités sur lesquelles je peux avoir de l'impact, bien sûr que je passe à celui d'après. Mais du coup, le travail de cadrage, alors là ça fait référence à la méthodologie que tu expliques dans le livre, cadrer en amont le KPI que tu veux impacter et de voir si tu l'atteins ou pas. S'il est atteint, pour toi c'est ok, on passe à autre chose. Ça revient à dire ça. Déjà, c'est un succès. Ouais. Déjà, mais on a le droit de le célébrer. Et puis ensuite, on peut regarder ce qui reste d'autre. En fait, quels sont les problèmes qui restent à tacler. Et puis là, on prend celui qui semble le plus prometteur en termes de probabilité d'avoir un impact et coût que ça représente. Mais
Mais c'est vraiment le fait d'accepter qu'on a le droit de faire des choix qui sont corrects, en fait. Et que la culture de l'humilité, de la curiosité, du doute qui est nécessaire à la discovery, si on tire cette culture-là trop loin, on va dans un autre extrême, en fait, que celui du waterfall, delivery sans fin, etc. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver. Super. Est-ce que vous voulez compléter, terminer est-ce que vous avez des recommandations qu'on n'aurait pas évoquées, que vous n'auriez pas évoquées, avant de clôturer et vous permettre d'aller boire un cocktail? Peut-être sur... tu parlais de faire de l'optimisation ou de l'itération versus quelque chose qui est peut-être représente une marche plus importante. Souvent, une des dimensions qui te permet de ne pas avoir à choisir entre ces deux choses-là, c'est de bien dimensionner le problème que tu essayes de résoudre. Donc, nous, on voit pas mal d'équipes qui ont en tête une bonne zone à explorer, un problem space à explorer, mais il est beaucoup trop large. Et ta capacité à cadrer ce problem space et le rendre entre guillemets digérable dans une itération, c'est ça qui te permet d'avancer aussi. Donc peut-être réfléchir à la dimension du problème aussi. Peut-être le point que moi je voulais rajouter, c'est une petite annonce. En fait, le livre qu'on a écrit avec Tristan, c'est une proposition qu'on fait. On pense qu'elle marche dans le contexte dans lequel on l'a créée. Mais en réalité, on est certain qu'il y a des contextes dans lesquels elle ne va pas marcher exactement de la bonne manière ou elle a besoin d'adaptation. Si c'est votre cas, c'est-à-dire que si vous avez lu le bouquin, ou vous êtes intéressé par la méthode, mais vous rencontrez des freins, contactez Tristan et moi parce qu'en fait, on sera ravis de vous aider, mais nous, ça va nous nourrir et ça va nous enrichir en fait notre réflexion sur ce sujet-là. Et on est convaincu que cette première proposition, elle va pouvoir être suivie d'une seconde édition du livre qui sera en fait écrite de manière beaucoup plus communautaire, avec énormément de compléments, d'additions, d'ajustements qui viendront potentiellement des personnes qui sont dans la pièce aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Parfois, on met un petit peu de temps à répondre, mais on essaie de répondre à toutes les personnes qui nous contactent. Et les personnes qui nous font le plus plaisir, ce n'est pas les personnes qui en discutent, c'est les personnes qui le font. Donc si vous êtes en train de le mettre en œuvre, contactez-nous et vous serez tout en haut de la liste des personnes à qui on répondra. Je peux te faire déjà une demande par rapport à ça, c'est remonter dans les questions et les gens qui lisent votre bouquin font des miros, font des notions pour récupérer. Est-ce que vous avez prévu une sorte de toolbox actionnable Acheter le bouquin. Non, on mentionne, je crois, aucun outil dans le livre de mémoire, ou un peut-être, mais c'est volontaire, c'est-à-dire qu'on pense que la méthode elle est agnostique en termes d'outils. Donc si demain vous développez des templates dans certains outils qui semblent efficaces, effectivement on va probablement être amené à créer une plateforme où ça sera facile de les partager les uns avec les autres. Mais nous aujourd'hui on l'a pas créé. On en utilise évidemment certains chez Blablacar, mais on pense que c'est pas ça le cœur de la méthode.